Bon, ça fait longtemps qu'on s'est pas retrouvés en presque présentiel. Voilà, mais on y arrive tout doucement. On a quelques amis qui sont en visio. Alors, Audrey, c'est ça? Voilà. Betty Ayamo qui a du mal à nous rejoindre, semble-t-il. Voilà. Betty Ayamo, Audrey. Bonsoir Valérie. Bon, écoutez, on est à l'heure, on va commencer. On va souhaiter la bienvenue aux internautes qui nous rejoindront pour tout ou partie de notre conseil municipal. On a du mal à évaluer le nombre de personnes. Je demandais à Isabelle Offray à l'instant, qui me disait entre 30 et 90 peut-être. Peut-être, mais on ne peut pas avoir de chiffres certains en tout cas. Et puis, il y a des connexions qui sont brèves, hein, d'autres plus longues. Enfin bon, je dirais que c'est un des effets induits de la crise sanitaire qui nous ont permis de nous mettre sur Internet, de mettre sur Internet nos séances, et c'est très bien comme ça. Voilà, alors, le quorum, il est largement atteint. Les pouvoirs, donc on vous rappelle que les élus peuvent être porteurs de 2 pouvoirs, puisque c'est la loi du 14 novembre 2020 qui s'applique encore. On va désigner un secrétaire de séance. Ah, Stéphanie, d'accord. Stéphanie Lemeur. Voilà, alors, avant d'aller plus loin, donc on va reprendre les personnes présentes ou les pouvoirs qui ont été également attribués. Donc, Monsieur Julien Kawan a donné un pouvoir à Julien Béraud. Monsieur Thierry Quignou, lui, il a donné un pouvoir à Betty Chap. Madame Waïba Afouf, elle a donné un pouvoir à Madame Valérie Regana. Madame Touria Bami, elle a donné un pouvoir à Madame Marche. Et Monsieur Didier Ventemche, il a donné un pouvoir à Monsieur Duez. Alors, je dois quand même revenir sur la démission de Monsieur Frédéric Wurst, hein, vous vous souvenez, donc il a annoncé il y a quelque temps déjà, le 1er avril 2021, Frédéric Wurst, qui représente la liste Moi si autrement, qui m'a informé de sa décision de démissionner de son mandat de conseiller municipal. Donc, conformément à la réglementation en vigueur, la personne figurant en seconde position sur la liste Moi si autrement conduite par Monsieur Wurst remplace automatiquement l'élu démissionnaire. Donc, le 2 avril 2021, date de réception du courrier adressé par Monsieur Wurst, la liste Moi si autrement est désormais représentée au sein du conseil municipal par Madame Karine Zodia. Cette dernière a en conséquence été convoquée régulièrement pour siéger à la séance du conseil municipal de ce soir. Cependant, nous n'avons pas eu de réaction de sa part, n'est-ce pas? Donc voilà, elle a reçu sa convocation, mais elle ne s'est pas présentée à nous, elle n'a pas pris contact, donc on ne peut pas vous en dire plus quant à sa participation effective. On verra par la suite ce qui se passe et sous pilotage de la préfecture, parce que c'est quand même des situations assez rares, on verra comment on conduit donc la tenue du conseil municipal. Donc les pouvoirs, je viens de les citer. Par conséquent, on peut passer à la suite. Alors, le compte-rendu du conseil municipal du 29 mars, Madame Moïse en était la secrétaire de séance. Y a-t-il des remarques? Je n'en vois pas. Donc, je considère qu'il est approuvé. Je vous remercie. Sur la liste des décisions de la maire, y a-t-il des questions? Je n'en vois pas non plus. Je vous remercie. Ensuite, sur la liste des marchés à procédure adaptée depuis notre dernier conseil, des questions, des interrogations, je n'en vois pas, donc je vous remercie. Et enfin, le tableau récapitulatif du non-exercice du droit de préemption urbain, donc une série d'informations qui n'appellent pas de remarques particulières. Parfait. Donc, nous allons pouvoir attaquer notre ordre du jour avec, bien sûr, en point d'orgue, le budget supplémentaire. C'est habituel à cette époque de l'année. Nous avons donc un conseil municipal de 15 points. Voilà. Alors, sur
l'affectation des résultats de l'exercice 2020. Je vais donner la parole à Julien Béraud, notre maire adjoint en charge des finances. Julien. Merci Madame la maire. Bonsoir à toutes et à tous. Donc suite à l'adoption du compte administratif au dernier conseil municipal, il revient au conseil de voter l'affectation des résultats de l'exercice 2020. Pour mémoire, en section de fonctionnement, on a constaté un résultat excédentaire de 3 562 153,28 €. En section d'investissement, un besoin de financement à hauteur de 1 752 440,59 €, qui est la résultante d'un solde déficitaire de l'exercice à hauteur de 2 356 000, auquel on vient impacter les restes à réaliser 2020 à hauteur de 604 000, qui correspondaient en recettes à 2 470 000 et en dépenses 1 865 000. Donc entre 2,4 millions et 1,8 million, on a bien 604 qui se déduisent des 2,3 millions. Le besoin de financement de la section d'investissement 1 752 000. Il est donc proposé au Conseil de décider d'affecter le résultat avec une couverture au compte 1068 de la section d'investissement à hauteur d'1 752 440,59 €, qui est une obligation réglementaire, nous n'avons pas le choix. Un excédent reporté de la section de fonctionnement qui s'établit donc à 1 809 712,69 € et de rappeler le solde d'exécution de la section d'investissement déficitaire de 2 356 395,47 €. Merci Julien. Donc on verra bien sûr plus loin comment ceci se traduit dans les détails. Mais d'ores et déjà, sur cette affectation des résultats, est-ce que vous avez des questions, des remarques? Monsieur Duez. Oui, bonsoir. Non, c'est juste une explication de vote, comme c'est en rapport avec le budget, on s'abstiendra. Merci. Très bien. Alors, donc, qui vote contre? Personne. Qui s'abstient? Donc, Monsieur Duez, donc Monsieur Vantemsch, les quatre, d'accord, et Madame Bamy et Madame Marche. Très bien. Donc, abstention. 4 personnes, c'est clair pour l'administration? Parfait. Donc, nous passons à la délibération suivante. C'est de la constitution de provisions pour créances douteuses. Voilà, il s'agit donc d'impayés ou de choses analogues. Julien. Oui, alors constitution de provisions pour créances douteuses à la demande du comptable public. Puisqu'on en a déjà parlé en conseil, à échéance de 2 à 3 ans, nous allons passer sous une nouvelle nomenclature comptable pour passer de la M14 à la M57. C'est le nom de la nomenclature. Le comptable public nous demande, mais c'est une obligation réglementaire, de constituer une provision pour, en effet, ce qui pourrait être impayé au niveau de la commune. Il a donc été arrêté avec le comptable après échange d'inscrire la somme de 52 000 € en 2021 sur le budget supplémentaire pour cette constitution de 51 876,60 € précisément pour cette constitution pour risque. Ce même montant sera retrouvé dans les budgets 2022 et 2023 afin d'avoir une provision complète aux alentours de 150 000 € pour la commune de Moissy. Et donc c'est vraiment à la demande du comptable et une obligation réglementaire pour laquelle nous n'avons pas le choix. Très bien, oui, c'est pas des choses faciles, mais il faut en avoir conscience et à un moment donné faire un arrêt et statuer, je dirais, sur ces créances douteuses. Donc là, c'est en relation avec le comptable, en effet, qui a arrêté en lien avec nous la somme qui est proposée ce soir autour de 50 000 €. Très bien. Y a-t-il des questions? Oui, monsieur, vous voulez bien mettre... voilà. Est-ce que c'est un calcul réglementaire ou c'est une estimation par rapport à notre ville? Julien? Le comptable public regarde en estimation de ce qu'on a en impayé au niveau de la commune à date, donc c'était au 31 décembre 2020, et fait un ratio, prend pas l'intégralité des impayés, mais fait un ratio de ce qui reste à payer à hauteur de 150 000 € à peu près. Et on peut supposer que c'est une délibération qui peut revenir chaque année?
Oui, enfin on l'inscrira, sinon on l'inscrira dans le budget de manière automatique, mais oui, ça peut être à la demande du comptable une nécessité d'augmenter ou pas. Très bien. Donc, j'organise le vote. Y a-t-il des abstentions, des votes contre? Non, je n'en vois pas. Merci. La délibération est adoptée. Donc maintenant, toujours Julien Béraud qui va nous présenter donc un PowerPoint sur le budget supplémentaire 2021, les propositions qui vous sont faites, eu égard donc aux excédents constatés. Julien. Oui, alors budget supplémentaire, en effet, de manière traditionnelle à cette période de l'année, en année normale, j'allais dire, après le vote du CA et l'affectation du résultat, l'occasion de dévoiler notre nouvelle charte graphique de nos PowerPoint. Un petit rappel sur le contexte budgétaire 2021. Alors, je jongle un peu. Hop. Pour rappel, le budget primitif a été voté le 14 décembre dernier et prenait en considération un certain nombre d'éléments, donc le projet de loi de finances qui a été promulgué au 30 décembre 2020, les notifications des subventions ou des dotations qui étaient existantes, dont on avait connaissance, et à défaut des estimations sur la base de données existantes, donc la population, le projet de loi de finances du gouvernement, largement débattu à l'Assemblée, et les estimations de l'évolution des dépenses et des recettes. En rappel, très rapidement, pas de hausse de la fiscalité depuis 2009, avec même une baisse de la taxe foncière en 2019, et naturellement le contexte de crise sanitaire. Le compte administratif, nous l'avons adopté au mois de mars, le 29 mars, avec le constat de l'excédent, on vient de le redire, 1,2 million. L'excédent de fonctionnement 3,5 millions, le déficit d'investissement 2,3 millions. Sur ces 1,2 million, on ajoute le solde positif de nos restes à réaliser à hauteur de 600 000 euros. L'excédent constaté, on vient de l'adopter avec, on l'a vu, un peu plus d'1,809 000 euros qui sont disponibles pour le budget supplémentaire. Pour tout budget supplémentaire, on procède en étapes avec des actualisations des expressions de besoins ou des dépenses par rapport à ce qui a été vu au moment du budget primitif, donc de manière traditionnelle, en fonctionnement. Une prévision de recettes qui se trouve en baisse à ce jour, en fonctionnement, ce qui résulte pour 196 000 euros de baisse, notamment du fonds de solidarité GPS, qui est en retrait de 200 000 euros par rapport à nos estimations, puisque ce fonds de solidarité n'est pour l'heure plus prévu dans les budgets de Grand Paris Sud. Et au mois de décembre, enfin même au mois de novembre, quand on a préparé le budget, nous n'avions pas cette information. Le débat d'orientation budgétaire de Grand Paris Sud ayant eu lieu en séance en février dernier. Une exonération fiscale pour les quartiers politiques de la ville qui était préexistante, mais qu'un amendement a été passé en toute fin d'année 2020 sur le projet de loi de finances, et on n'avait pas cette donnée puisque l'exonération fiscale pour les bailleurs en QPV est prolongée de 2 ans, 2021-2022, ce qui constitue une perte de recettes de 100 000 euros pour la ville de Moissy, et quelques petites bonnes nouvelles quand même du FCTVA supplémentaire par rapport à ce que nous avions estimé du fait de mandatements très efficaces en fin d'année grâce à l'administration, et des subventions pour un peu plus de 51 000 euros que nous avons pu avoir. On a tout de même une réévaluation des dépenses en fonctionnement. Nous le savons, nous avons le déménagement du groupe scolaire de l'Uni sur le groupe scolaire de Chanteloup, avec un impact, puisqu'il faut quand même rénover un petit peu le groupe scolaire de Chanteloup pour 137 000 euros de travaux, dont une bonne partie, et je pense on peut le dire, a été réalisée en régie par les équipes de la ville, et on les en félicite, on les en remercie. 96 000 euros de transport pour les enfants du quartier de l'Uni vers le groupe scolaire, l'ancien groupe scolaire de Chanteloup, étant précisé que ces 96 000 euros seront refacturés par le département à la commune, et que ça ne coûtera naturellement rien aux familles moisséennes pour le transport des enfants. Et 12 000 euros de déménagement. En entretien d'espaces verts, 153 000 euros, dont 47 000 euros au niveau de l'écoquartier.
autour du nouveau groupe scolaire de Chanteloup et de la crèche notamment. Un impact de la crise sanitaire puisqu'elle perdure et elle se poursuit. Donc 91 000 € avec des achats de masques made in France, précisons-le, du gel hydroalcoolique, des nettoyages supplémentaires notamment dans les écoles, la prestation se poursuit, et des plexiglas en plus, à titre d'exemple pour les élections du mois de juin. Les créances douteuses et provisions, on en a parlé sur la délibération précédente, 90 000 €, dont presque 52 000 € pour les créances douteuses. On remet un petit peu sur les admissions en non-valeur également. Pour le forum des associations, 15 000 € pour l'allocation des barnums, puisque la prestation devrait à nouveau avoir lieu à l'extérieur cette année. Comme nous l'avions fait lors du budget supplémentaire 2020, l'élargissement du permis citoyen de 20 à 40 bénéficiaires, 500 € par bénéficiaire, donc on augmente l'enveloppe de 10 000 €. Et un dernier point en fonctionnement, l'accueil mairie qui va être rendu accessible aux personnes malentendantes. C'est une obligation réglementaire, on doit être une des rares collectivités à être en avance entre guillemets sur ce sujet, mais qui sera donc réalisée cette année pour 7 500 €. En section d'investissement, une réévaluation des recettes d'investissement, des dotations complémentaires dont on a eu connaissance entre le moment où on a voté le budget et aujourd'hui pour 336 000 €, de la dotation politique de la ville, notamment de la dotation politique de la ville pour 216 000 €, de la dotation de soutien à l'investissement local pour 67 000 € sur l'UNI et 53 000 € sur notre pavillon informatique. On a également une régularisation de FCTVA comme en fonctionnement pour 129 000 € grâce au mandatement de fin d'année et au paiement qu'on a pu réaliser. Nous avons un mécénat pour les vestiaires de foot à hauteur de 100 000 € en 2021. Nous en reparlerons dans une prochaine délibération et nous aurons la dépense correspondante dans la section d'investissement, dans une partie un peu plus loin. Et une proposition d'emprunt complémentaire 2021 à hauteur de 900 000 € que nous développerons un peu plus tard au moment des dépenses et nous verrons l'impact également sur la dette de la commune. Par rapport à ce que nous avions voté le 14 décembre dernier, une baisse marginale des dépenses d'investissement de 100 000 € sur la salle de danse de l'UNI, puisqu'on s'est aperçu que les travaux ne pourraient pas être réalisés cette année et qu'il valait mieux réaliser des études. Je crois qu'on l'a déjà dit dans ce conseil que l'année 2021 était une année d'études, donc on fera des études en 2021 et les travaux sur la salle de danse de l'UNI l'année prochaine. Au regard des ajustements qu'on réalise en fonctionnement et en investissement, donc on retrouve notre 1 205 000 € avec les restes à réaliser de 600 000 €. Les dépenses de fonctionnement, on l'a vu, puisqu'on a une baisse de recettes et une hausse des dépenses, on a un impact négatif d'1 million par rapport au budget primitif. Et en investissement, on rajoute 1 529 000 € au total, les recettes supplémentaires et l'emprunt, ce qui nous donne un disponible de 2 317 719,69 € pour l'ensemble des nouveaux besoins d'investissement identifiés depuis le vote du budget primitif. Alors la répartition de ces 2 300 000 €, comment on la réalise dans ce budget supplémentaire? Un budget qui va se répartir en plusieurs sous-catégories, disons, pour nous dire. Pour les écoles, la rénovation du groupe scolaire de l'UNI, 1 480 000 € d'inscriptions complémentaires, en plus des 1 100 000 € qui étaient inscrits au budget primitif. Les travaux avancent, les travaux vont avancer, puisque les marchés vont être passés, et qui font un besoin de 2,5 millions cette année sur la rénovation de ce groupe scolaire qui en a bien besoin. Des études et des travaux sur le préau du groupe scolaire des Marronniers, 310 000 €. Ce préau qui a connu de grosses difficultés l'année dernière au cours de l'été et qui doit être refait. Nous aurons 10 000 € d'études environ et 300 000 € de travaux. Et la mise aux normes de la cuisine centrale au niveau scolaire pour un peu plus de 68 000 €. À ce jour, la cuisine centrale a besoin de renforts pour éviter des pertes de consommation de fluides notamment. Et donc, ces travaux sont indispensables. En matière sportive, on l'a vu, un mécénat de 100 000 € pour des vestiaires de foot. Donc, nous avons 100 000 €
en dépenses, puisque nous les avons en recettes, et que c'est un mécénat, donc il faut afficher les deux. La sécurisation du parc Omnisport pour 35 000 euros. Nous avions 50 000 euros au budget primitif 2021. Nous avons revu, nous avons étudié, il convient d'augmenter la sécurité et le projet initial de 35 000 euros. La MOE pour la salle de danse de l'Uni, j'en parlais juste avant, les études, donc 25 000 euros cette année, et la création d'un accès technique au terrain synthétique pour 10 000 euros, notamment pour nos services qui ont besoin d'accéder de manière sécurisée au terrain synthétique. Pour la voirie, 80 000 euros seront consacrés à la sécurisation de la sortie de l'opération Capelli qui se trouve juste en face du gymnase du Noyer-Perrot. La création d'un accès bus Épinette-la-Canal pour 35 000 euros, c'est une des conséquences du déménagement temporaire du groupe scolaire de l'Uni sur le groupe scolaire de Chanteloup. Pour que les bus puissent stationner, il faut qu'on refasse un bout de voirie et qu'on crée un accès sécurisé pour les enfants, donc 35 000. Et études pour l'implantation de bornes électriques que nous avions dans notre programme pour 10 000 euros cette année, je le redis, une année d'études. Enfin, pour le bien vivre à Moissy, des travaux sur les bâtiments municipaux, il y en a besoin et nous entretenons notre patrimoine. 69 000, un peu plus de 69 000 euros, dont 20 000 euros sur la maison de la petite enfance, 19 000 euros sur le pavillon informatique et la maison de maître de l'Uni, 30 000 euros cette année. Un point de vidéoprotection qui sera créé avec 2 nouvelles caméras, 40 000 euros, dont 10 000 euros de subvention de la part de la région. Donc un nouveau point de caméra à Moissy et des travaux d'accessibilité à hauteur de 25 000 euros, toujours avec le concours de la commission communale d'accessibilité sur ce sujet. Donc nous avons un total de 2,3 millions, avec une grande partie certes consacrée sur le scolaire, mais quand même des réalisations un peu partout dans la ville. On a parlé d'un emprunt supplémentaire de 900 000 euros. L'emprunt au budget primitif était à 1,4 million. Il serait donc porté à 2,3 millions sur l'exercice 2021. Un petit tableau de synthèse pour cet emprunt supplémentaire, avec une simulation basée sur l'emprunt de 2,3 millions cette année sur 25 ans et de 1,2 million annuellement sur 20 ans, conformément à notre rapport d'orientation budgétaire 2021. On voit nous avons les années, on voit le capital restant dû au début de l'exercice concerné, le ratio par rapport à la population et le remboursement en capital de l'année N. On voit qu'en 2020, en début d'année, nous avions un capital restant dû d'un peu plus de 19,3 millions en raison du pré-relais de 2,3 millions qui avait été contracté en 2019 et qui a été remboursé à la fin de l'année, ce qui mécaniquement a fait augmenter notre remboursement en capital sur l'année N et donc dégrader un petit peu notre épargne nette, on l'avait vu au moment du compte administratif. Une case importante, le ratio CRD par rapport à la population. On le voit, le ratio national en valeur compte administratif 2020 était de 848 euros par habitant. Nous sommes en 2019 légèrement au-dessus. 2020, forcément, avec un encours de 19 millions, avec ce pré-relais, on était au-dessus de la barre des 1 000 euros de CRD par habitant. Le ratio va augmenter légèrement avec cet emprunt de 900 000 euros, de manière logique au début de l'année 2022, puisqu'il passera de 908 à 991, avant de redescendre les années suivantes. Étant précisé que Moissy est une ville qui continue de s'urbaniser, notamment dans l'écoquartier de Chanteloup, que le nombre d'habitants va augmenter, donc ce ratio va être amené à baisser. On peut nous dire que d'autres villes seraient concernées, mais voilà, c'est une réalité. Le ratio d'endettement par habitant d'aujourd'hui, fin 2021, début 2022, sera à 991 euros et continuera à descendre par la suite les années suivantes. Merci Julien pour cette présentation très claire. C'est vrai que le document est vraiment très pédagogique. Je voudrais féliciter l'administration et Julien. On s'y retrouve très très bien. Voilà, et on voit bien que l'essentiel de nos efforts porte sur la réhabilitation du groupe scolaire de l'Uni.
Voilà, encore un groupe scolaire. Le précédent mandat, il s'agissait d'en construire un neuf, et cette fois-ci, il s'agit d'en refaire un. Pas tout à fait entièrement, mais Jean-Claude Léos me disait que globalement, le budget aujourd'hui évalué pour la réhabilitation de ce groupe scolaire très ancien s'élève à environ 4,5 millions d'euros. C'est ça, Jean-Claude. Donc voilà encore, en début de mandat, des crédits que nous devons flécher sur les équipements scolaires. Voilà. J'en dirai pas plus. Monsieur Racine, je vous en prie. Et bonsoir tout le monde. Oui, j'ai une petite question pour Monsieur Béraud. Bon, c'est vrai qu'en commission finance, je vous ai affublé de questions. Et c'est bon, ok, c'est légitime. De toute façon, les travaux pour le groupe scolaire de l'Uni, c'est assez légitime. Mais j'avais juste une petite question, parce que là, la simulation, vous avez proposé sur 20 et 25 ans. Mais au final, pour le vote, vous allez proposer sur 20 ans ou sur 25? Pardon. C'est juste ça, parce que ça fait pas le même montant. C'est juste pour ça sur 20 ans, 25. Eh ben en fait, si, ça fait ça. Non, c'est la durée de remboursement est forcément plus longue sur 25 ans, avec un impact sur les frais financiers forcément un peu plus dans le temps. Sauf que ce qui nous intéresse en termes de ratio, alors je sais qu'il y a toutes sortes de ratios qui circulent, mais le ratio de l'endettement, c'est le CRD, capital restant dû. Il change pas. On emprunte 2,3 millions, que ce soit sur 25 ans ou 20 ans. Notre capital restant dû sera toujours au 1er janvier 2022 à 17 936 parce qu'on aura emprunté 2,3 millions cette année. La question des 25 ou des 20 ans, c'est une piste de travail. C'est pas à inclure dans le vote sur le budget supplémentaire. C'est une piste de travail en fonction des taux et de ce que nous proposent les banques. Quand on a fait les simulations, 25 ans, on a des possibilités on peut avoir des possibilités de décalage, on peut avoir des possibilités d'emprunt décalés dans le temps. Donc ça fait partie de nos pistes de travail. Et quand l'emprunt sera conclu à hauteur de 2,3 millions, on verra à ce moment-là ce qu'on décide de faire sur la durée. Mais ça ne change pas notre capital restant dû et notre CRD. Enfin, ça ne change pas le CRD et ça n'impacte pas les ratios. Okay. De 20 ans ou 25 ans. Si, Julien. En effet, on peut à tout moment renégocier notre dette, renégocier certains emprunts. Donc, en fonction des taux, en fonction de divers éléments. Donc, l'essentiel, c'est malheureusement ce qu'on doit rembourser. Et après, on négocie au mieux avec nos banques. Voilà. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui, Monsieur Duez. C'est bon? Oui, j'ai juste une petite question sur le CRD. Ça, c'est sous réserve qu'on ne fasse pas d'emprunt supplémentaire dans les années à venir. On est bien d'accord? 1,2 million par an. C'est notre rythme de croisière, si vous voulez. Oui, mais voilà. Là, par exemple, sur cette année, on est à 2,3, c'est ça? 2,3. Oui, exceptionnellement. Oui. Non, voilà, mais j'entends bien que je sais qu'en général, c'est 1,2, mais c'est quand même l'exception. Voilà. Si demain ou après-demain, dans les années à venir, on a encore des montants à 2,3, on sera nécessairement au-dessus, ce qui me paraît logique. Et j'ai d'autres petites questions par rapport au budget supplémentaire. Voilà. Juste pour le football, je vois il y a 80 000 euros pour travaux de vestiaire football et 20 000 euros pour l'étude des travaux. Est-ce que ça, c'est en rapport avec la subvention qu'on va voir après? C'est 100 000 euros, c'est fait pour ça? Ou c'est 100 000 euros qui vont venir en plus de la... En effet, nous avons donc su mobiliser du mécénat d'entreprise, comme on avait pu le faire sur le skatepark, par exemple, souvenez-vous. Et ce mécénat d'entreprise, 2 fois 100 000 euros, 100 000 euros cette année, 100 000 euros l'année prochaine, nous permettra donc de couvrir une partie des travaux rendus nécessaires par la vétusté des vestiaires de football du stade André Trémet. Voilà. Oui, non, c'était parce qu'en tout, je crois que le projet il tourne autour d'1 million d'euros, c'est ça? Ah, je sais pas du tout. Sur ce que j'ai vu sur l'étude, donc ça veut dire que c'est une estimation à 1 million d'euros. Donc il y a eu le terrain synthétique qui a été fait l'année dernière. J'ai rien contre le football, il n'y a aucun problème. Je suis fan, il n'y a pas de problème. Mais on a quand même eu le Grand Paris Sud qui a payé le nouveau synthétique à 1 million d'euros. Donc là, même si on a une aide de la SCADIF qui est très bien, donc on va théoriquement encore injecter 200 000 euros dans le club de foot pour les vestiaires, ce qui peut s'entendre. C'est juste que dans ces niveaux de subvention, ça aurait peut-être bien aussi de penser à d'autres clubs.
Voilà. Parce que je sais très bien que je dis pas que vous mettez tout sur le football. C'est pas un problème par rapport au football. Mais je vous dis, quand on a la possibilité comme d'avoir des partenariats avec des grandes entreprises qui veulent s'investir, il y a peut-être des clubs autres que le football sur Moissy-Cramayel qui réclameraient un peu d'attention ou des évolutions. Voilà. Et j'ai juste une autre petite question, après je vous embête plus. C'est par rapport à... J'ai vu qu'il y avait 30 000 € pour les arts de rue, au niveau de la place du marché, si je me trompe pas. J'ai vu ça dans le budget supplémentaire. Lors du procès, est-ce que c'est en rapport avec le marché? Parce que je me rappelle qu'à l'époque, avec monsieur Angelo Valéry, quand j'avais proposé qu'on fasse des animations sur le marché, il m'a indiqué que ça pouvait poser problème avec les délégataires, que des personnes qui avaient été refusées du marché pouvaient se retourner parce qu'on n'a plus les mêmes apports, on n'a plus la même donnée, puisque la ville participe à l'animation. C'est ce qui m'était répondu par monsieur Valéry, et je le crois sur parole, hein, sur le précédent mandat. Donc c'est juste une précision, si c'est en rapport avec le marché, parce que ça pouvait poser problème, paraît-il, sur des problèmes juridiques. Je vous remercie. Moi, je veux bien apporter quelques éléments de réponse par rapport à vos premiers propos. S'agissant du terrain de football synthétique, qui va en effet seulement cette année, seulement cet été, hein, puisque avec la crise sanitaire, les travaux ont dû être reportés. Donc c'est en effet l'agglomération qui va prendre en charge la réfection du terrain d'honneur, le stade Paul Raban, puisque cet équipement est désormais intercommunal. Voilà. Donc puisqu'il voit évoluer une équipe de niveau régional et puis d'autres types de compétitions. Donc là, en effet, et ça n'est pas 2 années de suite, hein, c'est une seule année, l'agglomération va financer à hauteur d'1 million d'euros la réfection de ce terrain qui lui aussi était très endommagé. Et l'année prochaine également engagera la réfection des vestiaires du stade Paul Raban pour environ 600 000 € si ma mémoire est bonne. Voilà, donc ça c'est le budget intercommunal, voyez-vous, et à chaque fois pour des raisons donc de vétusté des installations. Voilà, s'agissant du stade André Trémet, alors là, ça fait plusieurs années déjà pour les personnes qui s'intéressent au sujet qu'on était assez atterrés de voir l'état des vestiaires historiques qui avaient été installés dans un ancien lavoir, etc., qui sont pourris d'humidité, dans lesquels les enfants ne peuvent même plus aller. Enfin bref, on était au bout du bout de cette installation municipale. Ce sont des locaux municipaux, évidemment, qui profitent à plusieurs centaines d'adhérents du club. Et là, une certaine partie sont déjà fermées. Et là, on ne pouvait plus continuer comme ça. Donc, à un moment donné, il faut entretenir le patrimoine, ça a été dit tout à l'heure, hein, et tous nos efforts, en effet, visent l'entretien du patrimoine et pas la création de choses nouvelles, mais l'entretien du patrimoine. Et c'est pourquoi, en effet, donc, l'étude... Vous disiez, Jean-Claude, ça sera environ 1 million d'euros, la réfection de ces... Voilà, c'est une estimation pour le moment. Pour le moment, moi, le travail ne m'a pas été présenté. Hein, on avance, on fait des études, on l'a redit tout à l'heure aussi. Ensuite, les budgets étant posés, eh bien, notre objectif, c'est de mobiliser les cofinancements, les subventions. Subvention peut-être de la région, peut-être dans le cadre d'un contrat départemental, mécénat, en effet. Donc, ce n'est pas une somme qui sera supportée dans son entièreté par le budget de la ville, évidemment. Hein, voilà. Donc, toujours de l'entretien de patrimoine, toujours pour le bien-être des Moisséens et des Moisséennes. Et j'allais dire, ça n'est pas un choix d'un club par rapport à un autre, c'est que c'est un patrimoine qui mérite des rénovations. J'ajouterais par rapport au mécénat que moi j'ai l'occasion bien sûr de rencontrer des entreprises qui deviennent des partenaires de la ville et que le mécénat ne profite pas qu'au club de football de Moissy-Cramayel. D'autres entreprises donc flèchent du mécénat sur d'autres clubs sportifs de Moissy et je le rappelais aussi sur des installations municipales puisque le skatepark en l'espèce l'année dernière a été cofinancé par la société ECT. Voilà, moi ce que je pouvais dire là-dessus. Sur les 30 000 € d'art de la rue, est-ce que quelqu'un peut nous répondre? Carole, peut-être sur la... C'est la culture, ça, c'est ça? Elle est où, Carole? Elle est là, Carole. Ah, alors peut-être toute petite suspension de séance, si vous permettez, on va demander à Jean-Claude Léost ou à Gilles Giraud de nous expliquer ce que c'est. Gilles ou Jean-Claude, comme vous voulez. Allez-y. En quelques mots, on a obtenu une subvention de l'État pour des animations de rue
à hauteur de 50 000 euros, me semble-t-il. Et en contrepartie, on va engager des dépenses pour ces animations de rue. Donc ça s'équilibre entre la subvention qu'on obtient de la part de l'État et les dépenses qu'on va engager pour un certain nombre d'animations de rue dont il faut qu'on cale la programmation très précisément, et en faisant en sorte que ça ne se télescope pas avec la tenue du marché forain. La vocation de cette place, c'est d'être animée. Il y a le marché forain le mercredi, le samedi matin. La vocation, c'est de l'animer le reste du temps. Et du coup, on a sollicité une subvention auprès de l'État qui nous a accordé ce montant-là. Donc maintenant, on est en train de travailler sur la programmation d'animation tout au long de l'année. Et c'est ça les crédits qui sont inscrits. Merci Jean-Claude. Oui, d'autres questions? Oui, Aziz Abderrahmane. Voilà, juste, moi je voulais confirmer par rapport à ce groupe. C'est vrai que notre groupe majorité au conseil municipal, on voulait confirmer par rapport à ce plan de financement que rénover les équipements de la commune qui sont vieillissants depuis, je pense, une décennie, c'est très important et courageux politiquement de prendre cette décision au lieu de construire des nouveaux équipements, sachant que avec le développement durable, je pense qu'il y a des subventions à mettre en place ou à chercher pour rénover ces équipements-là au niveau énergétique. Et c'est pour ça que ça confirme un embauche de quelqu'un qui est spécialiste dans ces recherches de subventions en même temps pour plus tard. Je pense que c'est un poste qui doit se confirmer plus tard et profiter dans les 6 années du mandat à rénover tous ces équipements qui sont dans la commune. Je préfère préciser aussi que la salle de sport de danse est une activité sportive aussi, qui est une salle polyvalente à plusieurs associations. Donc il n'y a pas que le foot, Monsieur Duez. À un certain moment, c'est vrai qu'il faut que tous les équipements ont le même équilibre d'investissement. Donc et les vestiaires au niveau du stade de foot, c'est vrai que les premiers à l'entrée, elles sont très vieillissants et les gamins qui se changent dans ces vestiaires-là ont besoin vraiment de rénovation depuis quelques mandats qu'on essaie de les rénover. Et la salle de danse qui est dans notre schéma de rénover ce bâtiment-là à ordre de 400-450 000 euros, je crois, est nécessaire pour un petit peu le mettre dans un consensus de rénovation d'équipements de la commune. Voilà. Merci. Oui, c'est vrai, j'évoquais tout à l'heure donc cette lourde charge que constitue la rénovation du groupe scolaire de l'Uni, plus de 4 millions et demi. Et aujourd'hui, bon, ça reste à préciser, mais je pense qu'on peut annoncer qu'on a réussi à mobiliser 40% de subventions pour couvrir ces dépenses, ce qui est exceptionnel. Voilà. Mais bon, on fera les comptes quand on y verra bien clair. Hein. On vous présentera bien sûr tout cela, mais c'est vrai que c'est toujours un exercice difficile. Mais c'est vrai que les villes qui ont de la compétence pour cela peuvent mobiliser des subventions importantes de la part des partenaires. Ils sont très nombreux. C'est vrai quand on pense au programme Petites Villes de demain, donc auquel nous sommes éligibles, je pense que c'est à cela que tu faisais allusion, Aziz. C'est vrai que nous sommes en cours de recrutement, donc d'un chef de projet, dont notamment la mission sera de mobiliser les financements pour absolument toutes les actions que l'on retiendra ici, bien sûr. C'est le conseil municipal qui se prononcera. Et après, il faudra courir après toutes ces subventions très nombreuses qui existent et qui viennent à la fois du secteur public, mais également du secteur privé, et puis également de fondations. Voilà. Pardon, Carole, tu voulais prendre la parole. Je voulais juste rajouter, faut pas oublier que le groupe scolaire de l'Uni, il a été construit en 1975. Ce soir, j'avais un conseil d'école avec les enseignants et les parents d'élèves, et je peux dire qu'ils sont ravis qu'on rénove leur groupe scolaire. Même si pendant 1 an, ils doivent déménager, ils sont très, très contents. Voilà. Tant mieux, ça fait plaisir. C'est vrai que c'est un énorme chantier et un chantier complexe. Les chantiers de réhabilitation, c'est pas très simple. Très bien. Y a-t-il d'autres... Oui, pardon, Aziz. Par rapport au transport des gamins vers... Est-ce que c'est à l'année
Ah, ça va venir. Et on délibère là-dessus. Ah, d'accord. Oui, c'est pour l'année scolaire D'accord. qui vient de septembre à Non, septembre. non, mais c'est quelque chose de très important. Et ça, malheureusement, c'est la ville qui va financer le transport scolaire. Hein. Le département, donc, va l'organiser parce que c'est sa compétence. Mais malheureusement, ça va nous coûter. Voilà. On n'a pas le choix. On a vraiment beaucoup réfléchi. On a même fait le trajet, je me souviens, avec Carole et quelques autres, à pied, pour se rendre compte. Et non, c'est trop loin. C'est trop loin. Voilà. Oui, Monsieur Duel, je vous en prie. Non. C'est bon, on m'entend. C'était juste pour taquiner Monsieur Abderrahmane. Je suis bien conscient que la danse est... bah oui, je sais. Je sais bien que la danse et le foot ont réparti à tout le monde, mais la danse c'est reporté cette année, puisque voilà. Donc les subventions, ça sera pas pour cette année. Juste pour dire à Monsieur Béraud que je comprends très bien ce qu'il veut dire, mais quand on dit que ça coûte rien au mois C1 les transports, c'est quand même de l'argent public. Après, je suis satisfait que ça coûte rien entre guillemets aux familles pour transporter. C'est normal, on les change d'école. Mais voilà, c'est de l'argent public, donc ça coûte quand même quelque chose à quelqu'un, notamment au contribuable. Voilà. Ça coûte aux contribuables, absolument, bien sûr, bien sûr. Mais on va pas pénaliser des familles, voilà, qui se trouvent dans un quartier avec un groupe scolaire vétuste. Enfin bref, voilà, vous avez compris. C'est la solidarité. J'allais le dire. Bravo, Monsieur Derman, vous avez raison, c'est de la solidarité. Allez, sur ce budget supplémentaire. Merci d'avoir eu ces échanges qui enrichissent toujours la compréhension du sujet. Donc, je passe au vote. Y a-t-il des votes contre? Y a-t-il des abstentions? Voilà, le groupe uni pour Moissy, donc 4 abstentions. Voilà, bah écoutez, chers collègues, je vous remercie. Voilà un bon budget supplémentaire qui va nous permettre de faire encore beaucoup de choses cette année. Merci, Julien. Alors, on va passer à la commission aménagement et je vais passer la parole à Betty Chape pour que nous nous exprimions notre opposition au transfert de la compétence en matière de plan local d'urbanisme à la communauté d'agglomération de Grand Paris Sud. Betty. Merci Madame la maire. Donc effectivement, la loi ALUR prévoyait depuis le 16 mars 2014 un délai de 3 ans pour faire opposition à ce transfert de compétences qui est sinon automatique, sauf si 25% des communes de l'agglomération représentant au moins 20% de la population s'y étaient opposées, ce qui a été le cas, donc le transfert n'est pas fait. Mais de fait, la loi prévoit 1 an après l'élection du président, donc là on y arrive, hein, que ce transfert est de nouveau de plein droit. Donc il nous faut se prononcer pour une opposition à ce transfert. Et effectivement, ça peut paraître curieux puisqu'on a déjà délibéré sur le lancement de notre PLU en s'accordant tous pour dire que la bonne compétence, le bon niveau de compétence et la bonne connaissance du territoire est plutôt au niveau de la commune et que nous avons tous à travailler ensemble sur ce sujet-là. Eh bien, le vote concernant l'opposition au transfert intervient maintenant pour une raison de calendrier, parce que le législateur a fixé une date pour s'exprimer sur ce transfert, c'est-à-dire 1 an depuis l'élection, et un petit report lié à la crise sanitaire qui a pas toujours permis une gestion facile des choses au niveau national. Donc nous avons à nous prononcer dans les 3 mois précédant le 1er juillet 21, compte tenu de ce report. Voilà pour cette délibération qui va nous permettre de nous opposer à ce transfert de compétences et donc en conséquence maintenir la compétence en matière de PLU dans notre commune. Et cette délibération autorisera donc, si vous en êtes d'accord, Madame la maire, à signer tout document en rapport avec cette opposition. Merci Betty, merci pour ces précisions sur le calendrier, en effet. Est-ce qu'il y a des questions? Je n'en vois pas. C'est un sujet important, vous savez ça. Et toutes les villes de Grand Paris Sud, je crois bien, hein, délibèrent dans ce sens. Vraiment, là, le législateur est un petit peu mis en échec. C'était l'idée de transférer des compétences vraiment lourdes dans l'urbanisme. C'est une compétence tellement importante pour les habitants. C'était donc de les transférer au niveau intercommunal et manifestement, presque la France entière refuse finalement ce transfert. En tout cas, les maires, les conseils municipaux
ils sont hostiles. Donc je pense qu'à un moment donné, il faudra peut-être que le législateur revoie sa copie. Mais bon, laissons voilà, chaque élu à son niveau, et pour le moment, nous, on est dans un conseil municipal qui s'oppose à ce transfert. Y a-t-il des abstentions, des votes contre? Je n'en vois pas, sans surprise. Je vous remercie. Alors ensuite, on change de niveau, mais tout est important. Une convention tripartite relative à l'utilisation des bassins de l'Uni et des Mayettes pour la pêche. Anne-Marie Desmoulins. Merci, Madame la maire. Oui, nous parlons encore de Grand Paris Sud. Nous parlons de la commune. Grand Paris Sud a la compétence relative aux eaux pluviales. Les bassins de l'Uni et des Mayettes ont été créés pour faire des bassins de rétention. De ce fait, GPS a cette compétence. M'entend pas? Si. GPS a cette compétence. La ville, elle a le pouvoir de police administrative. La commune doit assurer l'entretien des berges et la surveillance de la salubrité. Je peux vous dire que ça se fait en général en même temps que Grand Paris Sud. Il y a cette cohérence à être sur le même lieu et avec des tâches qui sont un peu réparties par compétence. Voilà, ce sont les textes. Et normalement, ces eaux, ces plans d'eau, ne doivent servir à rien, sauf si on conventionne avec une association, comme c'est le cas, l'association de pêche des Esturgeons. Il y avait déjà eu en 1991 une convention tripartite. À l'époque, c'était avec le SAN-Sénat, la ville et l'association l'Esturgeon. Là, on vous propose une reconduction. Vous avez dû voir dans les documents qui suivent, les documents de 91 et les documents de 2021. Voilà, il vous est proposé de reporter cette convention avec l'association de pêche, les Esturgeons, avec lesquels nous entretenons en tant qu'association des bonnes relations. Merci Anne-Marie. Donc voilà, oui, sur ces bassins, c'est un petit peu compliqué. La lame d'eau est gérée par l'agglomération, les berges par la ville, et parfois une association pointe le bout du nez en disant on aimerait bien pouvoir pêcher dans ces bassins qui sont des bassins de rétention des eaux pluviales, comme vous le savez, et qui se transforment en bassins d'agrément pour le plus grand plaisir des uns et des autres. Voilà, donc cette délibération, il faut la prendre pour fixer le rôle des uns et des autres pour une période de 10 ans, donc. Elle est prévue de 3 ans, renouvelable, année par année, jusqu'à 10 ans. Très bien, voilà. Donc, comme tout se passe bien, on va pas, provoquer des choses différentes. Donc, je vous propose d'approuver cette délibération. Y a-t-il des votes contre, des abstentions? Je vous remercie. Elle est approuvée. Et elle sera approuvée demain en conseil communautaire, n'est-ce pas? Voilà, c'est ça. Voilà, il faut toujours se cadrer entre GPS et... toujours. Enfin, pas pour tout, mais pour beaucoup de choses quand même, on le voit. Alors, merci Anne-Marie. Donc, nous allons passer à la commission de ville. Donc, en l'absence de Betty Ayamo, on n'a pas pu se connecter avec Betty Ayamo, Béatrice? Si, je suis là. Bravo, très bien. Bonsoir Betty. Bonsoir. J'avais une inquiétude. Donc, on va te demander de présenter les 2 délibérations suivantes, qui concerne la modification du règlement de fonctionnement du multi-accueil Les Coquelicots pour la première. Je te donne la parole. Merci Madame la maire. Alors, donc, nous sommes aujourd'hui confrontés à un besoin d'améliorer le fonctionnement du multi-accueil Les Coquelicots. Et dans le cadre justement de cette amélioration, il convient de faire évoluer le règlement intérieur en vigueur. Donc, en apportant notamment une modification sur l'horaire de minimum d'accueil des enfants, donc à partir du 1er septembre 2021, de 9h à 16h30, au lieu à ce jour de 9h15 à 16h30. Cette nouvelle organisation va donc permettre aux professionnels d'apporter
plus de temps individuel dans la prise en charge des enfants et du coup améliorer le quotidien des enfants qui sont accueillis. Ensuite, il est proposé de mettre en place systématiquement la remise d'un calendrier prévisionnel d'accueil aux familles qui commencerait du 1er septembre au 31 décembre et puis ensuite sur la période du 1er janvier au 31 août pour établir les contrats d'accueil. Ça permettra également une meilleure visibilité des places disponibles et aussi de répondre du coup aux demandes des familles en accueil occasionnel. Voilà, donc le planning sera beaucoup plus fiable et plus précis. Ensuite, il est également proposé de réserver des créneaux pour les accueils occasionnels au plus tard le jeudi qui précède la semaine d'accueil pour pouvoir justement régulariser au niveau des repas les commandes des repas. Ça évite aussi un certain nombre de gaspillages. Il est proposé également, du coup, pour pouvoir respecter les mesures sanitaires actuelles, de demander à chaque famille d'apporter une tétine et un doudou dans la mesure du possible, bien entendu, et puis de sorte à ce que ces éléments-là puissent être réservés au multi-accueil. Et il est également aussi proposé de prévoir une paire de chaussettes antidérapantes pour la journée pour pouvoir respecter toujours les mesures d'hygiène actuelles. Ensuite, on parle de la sécurisation de la journée des enfants en introduisant l'interdiction des écharpes et en essayant de plutôt autoriser les tours de cou. Comme ça évite, il y a eu des problématiques, notamment dans les années précédentes dans les écoles primaires de problèmes d'étranglement. Donc ça vise également du coup à prémunir ce type de problème. On a enfin une proposition de modifier la présentation de l'établissement aux familles par la remise d'un dossier d'admission et dans le cadre d'un rendez-vous individuel pour pouvoir présenter selon la situation sanitaire la crèche le multi-accueil Les Coquelicots. Voilà, donc par rapport à tous les points que nous venons de voir, il est demandé au conseil municipal d'approuver du coup la modification du règlement intérieur du fonctionnement du multi-accueil. Merci Betty. Donc c'est la première modification d'un règlement qui a une grosse année puisque la crèche a été ouverte en janvier dernier, si je ne m'abuse. Tout à fait. Voilà, donc c'est une première modification au regard, je dirais, de l'expérience et puis de quelques éléments nouveaux. Voilà, mais je pensais pas qu'on parlerait de doudou ce soir ou de tout. Et voilà, c'est très bien, c'est très bien. Ça nous amène vers d'autres horizons très sympathiques. Voilà, est-ce qu'il y a des questions sur ces évolutions de ce règlement intérieur pour notre crèche qui fonctionne très bien, me semble-t-il, dans un environnement très agréable? Je n'en vois pas, donc je soumets cette modification au vote. Y a-t-il des votes contre, des abstentions? La modification est approuvée. Bravo Betty. Donc pour le coup, tu présentes la délibération suivante, s'il te plaît. Voilà, sur une convention avec la Caisse d'allocation familiale. Alors, donc on va remettre un petit peu les choses dans leur contexte. Il faut savoir que depuis 1996, donc le relais assistance maternelle, donc le RAM, est agréé par le conseil département et la caisse d'allocation familiale sur le fait qu'il est considéré comme un lieu d'accueil et d'information au service des assistantes maternelles et des parents de la ville. Donc, il faut savoir qu'au terme de l'agrément du RAM pour la période 2018-2020, un bilan a été réalisé et un projet de renouvellement d'agrément a été présenté devant un comité de pilotage qui était composé des services du département de Seine-et-Marne et de la caisse d'allocation familiale. Donc, dans le cadre de cette commission, il a été proposé le renouvellement de l'agrément du RAM pour la période du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2024.
Voilà. Et donc la délibération porte justement sur le renouvellement sur l'acceptation du renouvellement de l'agrément. Donc, vu la délibération du 18 décembre 2017 portant la reconduction de la convention d'objectifs et le financement entre la CAF et la ville au titre du RAM, et vu la délibération du 3 février 2020 portant reconduction du contrat enfance jeunesse pour la période 2019-2022 et incluant notamment un soutien financier de la CAF 77 au titre du fonctionnement du RAM, il est demandé au conseil municipal d'approuver le renouvellement de la convention d'objectifs et de financement entre la caisse d'allocation familiale de Seine-et-Marne et la ville de Moissy-Cramayel pour le fonctionnement du RAM. Merci Betty. Donc en effet, c'est un service qui fonctionne depuis 1996 et qui lui aussi est très apprécié. C'est un petit peu le point d'attache de toutes les assistantes maternelles, donc de Moissy-Cramayel, de la crèche, mais les assistantes maternelles aussi du secteur privé. Voilà, donc bien sûr qu'on ne peut pas se passer de l'agrément de la CAF, qui est un partenaire financier solide et même plus que financier. Y a-t-il des commentaires, des questions? Je n'en vois pas. Je passe au vote. Abstention, vote contre. La délibération est adoptée à l'unanimité. Merci Betty. Merci. Alors, la délibération suivante, toujours la commission ville, mais on passe à la culture. Une convention entre le département de Seine-et-Marne et la ville de Moissy pour la création et le fonctionnement de circuits spéciaux scolaires, on en parlait tout à l'heure, pour les élèves des écoles de l'UNI, maternelle élémentaire, pendant l'année scolaire 2021-2022. Carole. Bonsoir, merci Madame la maire. Ayant le souci d'assurer la sécurité, le bien-être et le confort de travail des élèves, il sera procédé pendant l'année scolaire 2021-2022 à la réhabilitation du groupe scolaire de l'UNI construit en 1975. Compte tenu de l'ampleur des travaux, programmés de juin 2021 à août 2022, les élèves des écoles de l'UNI seront scolarisés dans les locaux constituant l'ancien groupe scolaire de Chanteloup. Ce changement de lieu de scolarisation occasionnera pour ces élèves un allongement de la distance de la durée des trajets domicile-école. Madame la maire a sollicité le conseil départemental de Seine-et-Marne pour l'organisation d'un transport scolaire par car et pour la durée prévisionnelle de la réhabilitation du groupe scolaire de l'UNI. Il convient de préciser que ce transport scolaire reste un service du département et qu'en conséquence, les élèves seront directement sous la responsabilité de leurs parents pendant le trajet domicile-école. Le montant prévisionnel de l'opération est estimé à 154 310 € hors taxes pour 4 cars. La commune remboursera au département les frais réellement engagés par lui pour cette prestation de transport. Et il est prévu un acompte en janvier 2022 et le solde à la fin de la convention. Il pourra avoir une modulation d'écart en fonction de la fréquentation et la commune ne répercutera pas le coût du transport sur les familles s'agissant d'une contrainte inhabituelle et dans le quartier où le revenu moyen reste modeste. Voilà, il est demandé au conseil municipal d'approuver cette convention. Merci Carole. Pour bien comprendre, donc on part sur l'hypothèse de 4 quarts. C'est ça. Voilà, parce qu'on avait évoqué 5 éventuellement, mais... Si la fréquentation augmente, oui, on pourrait en avoir 5. Oui, d'accord. Et ça serait plus cher. Ce serait plus cher, évidemment. Bon, espérons que 4, ce sera suffisant, parce que c'est vrai que là, en fonctionnement, c'est un coût qui n'était pas prévu, mais on le disait tout à l'heure, difficile d'y renoncer. Ouais. Oui, Monsieur Racine, je vous en prie. Oui, alors, j'ai juste une petite question. Bon, j'avais dit à Madame Moïse que j'avais approuvé en commission, mais juste une toute petite question. La compte, il sera de combien? Là? La compte 50%, donc 254 000, 50%. 50%. C'est ça. Voilà, bah oui, le département veut bien
apporter son savoir-faire, j'allais dire. Voilà. Et il faut savoir que si le département ne nous avait pas aidés, si on avait pris des cartes par nous-mêmes, ça nous aurait coûté beaucoup plus cher. Oui, parce qu'ils ont des accords collectifs, bien sûr. Bien sûr. Ouais, ça nous aurait coûté plus cher. Très bien. On voit que les questions départementales vous intéressent, Madame la maire adjointe. Très bien. Bon, eh bien, écoutez, voilà, je crois qu'il n'y a pas malheureusement, oui. À la subvention, je veux dire, le département. S'il vous plaît, oui. Au niveau de la demande du département, c'est juste par rapport à sa compétence. Au niveau financier, on n'a rien à gagner. D'accord, donc c'est que le savoir et l'assurance et l'assurance n'est pas assurée par le département aussi. Oui. D'accord, très bien. C'est les parents là. Okay. Oui, il apporte son savoir-faire, si je puis dire. Voilà, le côté organisation. Il y a quand même des fonctionnaires du département qui travaillent pour ça. Bon, et puis on le voit bien. Négocier à l'échelle d'un département avec des compagnies de cars, c'est en effet avoir certainement des tarifs, des conditions financières plus favorables. Par contre, on paye à la moitié à la fin. C'est ça. Bon. Voilà. Eh bien, écoutez, non mais c'est important. Et puis surtout, ça va arriver très très vite. Hein, c'est au mois de septembre. Voilà, donc il faut qu'on soit prêt. Et je remercie les services qui font toute diligence pour que tout ceci se passe bien. Et ça sera quand même certainement un petit peu complexe. Voilà. Oui, Monsieur Duez. Oui. Oui, c'est juste pour savoir s'il y a une étude qui a été menée. On sait le nombre de parents qui passeront pas par l'écart. Parce qu'il y a toujours des gens qui ont des réticences ou autres. Et comme c'est pas non plus très loin, il y a des gens qui peuvent y aller à pied ou en vélo. Enfin, non, mais c'est très bien qu'il y ait l'écart, c'est pas le problème. Mais je veux dire, il y a des gens qui nécessairement arriveront directement à l'école. Est-ce qu'on a déjà eu une étude là-dessus ou on a fait déjà une préétude par rapport aux parents? Il y a eu des réunions ou autre. C'est juste pour savoir si on a un retour sur les gens qui seraient intéressés par ces cars, parce que là on parle de 4, 5 cars, enfin 4 cars, potentiellement 5, si tout le monde y va. Mais c'est pour savoir si on a un retour déjà sur les parents qui seraient désireux de les amener eux-mêmes, en fait. Merci. Carole, tu veux répondre? Pour l'instant, on n'a pas de retour, mais on va leur envoyer un document pour que les parents nous disent ceux qui souhaiteraient bénéficier des cars ou pas. Mais bon, après, ça peut changer tout au long de l'année. Hein, sachant que vous avez fait des réunions nombreuses avec les enseignants, les parents d'élèves, en évoquant ce point, et que c'est là où on s'est rendu compte que la demande allait s'exprimer fortement. Ah oui, puis ce soir, j'étais dans un conseil d'école, et c'est vrai que les parents, ils apprécient qu'il y ait l'écart mis à leur disposition. Hein. Pour eux, c'est un soulagement, parce qu'ils savent très bien que le trajet est très long pour des enfants. Avec Madame la maire, nous avons fait le trajet en marchant... très bien, et on a mis une vingtaine de minutes, donc on s'est dit avec des petits et même des plus grands, c'est beaucoup trop long pour eux, et en plus on s'est dit qu'avec l'hiver, s'il se mettait à pleuvoir ou la neige, ils arriveraient trempés à l'école. Donc c'était vraiment pas possible de prendre cette solution. Donc voilà. Voilà, mais on réajustera tout ça et on aura des chiffres précis à la rentrée. Ils évolueront peut-être aussi, selon les saisons peut-être. Enfin, voilà. Voilà, donc je ne sais plus si j'ai fait procéder au vote, je crois pas. Non. Alors, y a-t-il des votes contre, des abstentions? Non. Très bien, je vous remercie. Merci Carole. Donc la délibération suivante concerne le pass culture. À toi. Mets ton micro s'il te plaît. Alors, le pass culture, c'est un dispositif mis en place par le ministère de la Culture. Alors, c'est porté par une société par action simplifiée, et le pass culture a été créé en 2019. Il a été testé dans 14 départements et maintenant il va se généraliser sur le territoire. Le pass culture est doté d'un crédit de 300 € pour tous les jeunes âgés de 18 ans, sans aucune autre condition que leur âge. Il est valable pendant 2 ans. C'est un outil visant à encourager les jeunes à développer leur goût pour la culture et diversifier leur expérience artistique. Et c'est autant un dispositif d'aide financière qu'un outil centralisant et valorisant l'information artistique et culturelle d'un territoire.
Alors, sont éligibles au pass culture les places et abonnements, spectacles, ciné-concerts, les cours et ateliers culturels. Et il sera, c'est un service qui est gratuit pour les jeunes. C'est un financement qui ne représente aucune adhésion pour la collectivité. Les personnes qui prennent des abonnements ou des réservations, la société Pass Culture remboursera à la ville les paiements. Et c'est un dispositif qui devrait être disponible au mois C1 au moment de la réouverture des lieux culturels. C'est la première année où nous mettons en place. Voilà. Oui, parce qu'avant, c'était pas mis en place. Ça a été testé sur 14 départements. Alors, pour information, il faut savoir que ce pass culturel, c'est valable. Donc, quand on a 18 ans, on fait une demande. C'est sur une plateforme en ligne. Oui, une plateforme en ligne. Et les 300 €, ils sont valables pendant 2 ans. Et une fois qu'il n'y a plus les 300 €, eh ben, il n'y a plus rien. C'est donc une incitation de l'État, ce sont des crédits de l'État, c'est le ministère, le ministère pour de la inciter Culture. les jeunes à fréquenter des équipements ou des lieux qui diffusent de la culture. Apparemment, ils pensent atteindre 800 000 jeunes dans toute la France et dont 150 000 en Île-de-France, si les jeunes font la demande. Et donc la ville se fera rembourser. Oui, on sera remboursé. D'accord. Tant mieux. Enfin, je veux dire, c'est quelque chose de positif. Enfin, c'est très intéressant, me semble-t-il. Oui, c'est très bien, c'est très bien. Il va falloir le faire connaître, bien sûr. Tu veux bien appuyer, s'il te plaît, pour qu'on puisse t'entendre? Oui. Ce sont des activités culturelles qui seront sur notre territoire? Non, pas forcément. Oui. Parce que enfin, les villes doivent s'inscrire. Donc après, les jeunes choisissent ce qu'ils veulent faire. Donc ils peuvent aller à un concert, voir au cinéma, au musée. Ils peuvent faire ce qu'ils veulent. Ils peuvent même s'ils ont envie d'aller avec un copain, ils peuvent prendre 2 places pour aller avec un copain. Donc voilà. Il faut nécessairement aller dans une ville qui a conventionné avec l'État. Voilà, exactement. Ok, d'accord. Monsieur Duez. C'était merci. C'était juste pour une précision par rapport à ce pass culture. Est-ce qu'il peut donner accès à des associations, à des inscriptions? C'était juste pour savoir si au prochain forum des associations, il serait pas utile de faire un stand ou autre pour justement inciter les gens qui ont entre 18 et 20 ans. Enfin, si j'ai bien compris, c'est 18 ans dedans, donc ça fait 20 ans. À utiliser cette subvention pour pouvoir payer une partie de leur adhésion. Je ne sais pas si c'est possible ou puisque a priori ça a l'air d'être ça peut être donnant et diminuer les montants d'inscription à la rentrée. Enfin pour certaines associations culturelles. Merci. Je ne pense pas qu'ils peuvent s'inscrire, mais par contre, si les associations font des ateliers culturels, là ils peuvent en bénéficier, ainsi que les services jeunesse. Mais pour les cotisations, non, je pense pas. Non. Oui. C'est à la prestation. Oui, c'est plus la prestation. Ouais, c'est la prestation. Ça peut pas, par exemple, culturel et quelqu'un qui veut faire du dessin, il est dans une association de dessin, il peut pas payer sa cotisation avec ça. Mais par exemple, s'ils font des ateliers, il peut. Voilà. Mais c'est Merci. Mais en tout cas, il va falloir le faire savoir. En effet, vous avez raison. Bien. Une séance consensuelle, donc consensus, j'imagine, pour adopter cette proposition. Ah, Monsieur Béraud, le financier, s'insurge, enfin? Non, pour des raisons professionnelles, je m'abstiens sur le pass culture. Bien sûr. Donc, abstention de Monsieur Béraud, voilà, pour des raisons professionnelles. Sinon, j'imagine, voilà, adoption à l'unanimité de cette délibération, à l'exception de Monsieur Béraud. Merci, Monsieur Béraud, merci. Alors, nous passons, merci Carole, à la commission solidarité, et c'est Khalid Dougaï qui va rapporter sur la convention d'adhésion de la ville au fonds de solidarité logement pour l'année 2021. Je crois qu'on délibère chaque année, non? C'est ça? Voilà. Vas-y, Khalid. Merci, Madame la maire. Comme vous le savez, c'est une délibération qu'on doit faire tous les ans.
Donc le FSL, c'est un fonds de solidarité pour le logement et un fonds social géré par le Conseil général. Il accorde des prêts garantis ou subventions à des personnes occupant un logement ou accédant et qui se trouvent dans l'impossibilité d'assumer leurs obligations relatives au paiement de loyer ou des charges ou de fournitures. Donc, pour cette année, il y a eu 100 familles moissaillantes qui ont pu profiter de ce dispositif pour un coût de 65 417 €. Et puis, pour l'adhésion pour l'année, c'est à 5 400. Donc, nous demandons au conseil municipal de renouveler cette adhésion qui est intéressante pour l'année. Merci. Merci. Y a-t-il des questions? Je n'en vois pas, donc cette délibération, je la soumets au vote. Y a-t-il des votes contre, des abstentions? Elle est approuvée. Merci Khalidou. Alors, la délibération suivante, donc, je vais vous la présenter, mais rapidement, car on en a déjà parlé tout à l'heure à la faveur du budget supplémentaire. Donc, il s'agit d'une convention d'intention de mécénat pour la création ou la rénovation d'un vestiaire sportif dans le cadre de l'ouverture du sport à tous. Donc, en effet, ayant l'occasion de rencontrer la société Scadif, qui, comme vous le savez, développe aujourd'hui des installations très importantes dans le parc d'activités de la 5, qui est un grand parc d'activités logistiques à cheval sur Moissy-Cramayel et Réau. Donc, ayant l'occasion de bavarder avec les responsables de la Scadif, j'ai senti leur intérêt pour la vie locale et je leur ai proposé donc de contribuer à la restauration de ces vestiaires sportifs. C'était en tout cas un sujet qui les intéressait. Tout ne les intéressait pas. On a évoqué plusieurs sujets sur lesquels ils pouvaient flécher donc du mécénat. Et celui-ci, ils l'ont choisi et c'est vraiment leur choix à eux. Et par conséquent, ce choix se traduira par 2 conventions, l'une que nous adopterons ce soir, qui permettra donc à la Scadif de verser 100 000 € à la ville, et une autre que nous approuverons l'année prochaine pour le même montant, qui permettra donc également de venir conforter le montant des subventions que nous arriverons à mobiliser pour la réfection de ces vestiaires sportifs. Voilà, y a-t-il des questions? Oui, Monsieur Duez. Juste une précision, on en avait déjà parlé tout à l'heure, sur les engagements des parties de la commune. Si vous pouvez bien m'expliciter à créer l'engagement suivant de la commune, accréditer d'un montant de 1 225 000 € au moins les crédits identifiés pour la réalisation du projet. Sus décrit à identifier distinctement les recettes et dépenses correspondantes dans sa comptabilité. Tout à l'heure, vous parliez peut-être d'un apport de 600 000 € supplémentaires. C'est ça Non. Si je veux pas, voilà, c'est. Pardon, non. Les 600 000 € dont je parlais tout à l'heure, il s'agit du stade Paul Raban. Le stade Paul Raban, c'est le stade qui est au nord, oui, qui est intercommunal, qui est géré par l'agglomération, qui va donc réaliser un terrain synthétique pour 1 million d'euros cet été, et qui a prévu de flécher 600 000 € l'année prochaine pour les vestiaires donc de ce stade Paul Raban. D'accord. Ce sont 2 sujets distincts. D'accord. Donc c'était pour être bien sûr. Donc en acceptant cette subvention entre guillemets de 600 000 € et 100 000 €, on s'engage à avoir un projet à atteindre 1 225 000 pour le projet global. Donc en gros, on a 1 025 000 où on doit trouver le financement. Oui. C'est bien ça? Oui, c'est l'échange qu'on a eu tout à l'heure, c'est l'estimation actuelle. Voilà. Ok, merci. Sachant qu'on va mobiliser d'autres. Oui, c'est ça qui est intéressant, c'est pour savoir le restant à charge pour la commune. Voilà. Mais pour aujourd'hui, on ne le sait pas. Ben voilà, donc il y a 1 million qui est dans le. Voilà, on ne sait pas. Merci. Bon, c'est la même chose pour tous les projets, vous savez. On engage un projet, donc c'est une décision politique. On fait une étude pour évaluer, et ensuite, eh bien voilà, on mobilise les financements des partenaires. Et à un moment donné, on tire le trait de l'addition et on voit ce qui reste à charge de la commune. Voilà, donc sur ce mécénat, y a-t-il des votes contre, des abstentions? Très bien, je vous remercie. Alors, la délibération suivante, c'est un groupement avec le Centre communal d'action sociale, le CCAS, pour la passation de contrat d'assurance. Julien Béraud. Merci Madame la maire. Une délibération qu'on connaît, qu'on a déjà vue sous un autre angle en fin d'année via le remboursement qu'a fait le CCAS chaque année à la commune pour les marchés d'assurance. L'idée de cette délibération, c'est que la commune va devoir renouveler ses contrats d'assurance à partir de l'année prochaine.
et que nous décidons de faire un groupement avec le CCAS puisque c'est plus simple d'avoir la commune comme porteur du projet pour le marché en tête du groupement. Le CCAS n'a pas forcément j'allais dire l'ingénierie pour réaliser cet appel d'offres. On est sur un appel d'offres, les assurances qui coûtent environ 78 000 euros par an à la commune, dont 1 500 euros pour le CCAS. Donc on propose au Conseil, comme ça avait été fait lors du précédent marché, que la ville prenne la tête du groupement, passe le marché, fasse les consultations, fasse l'analyse, passe en CAO, Monsieur le Président, et attribue le marché et assure la gestion avec les prestataires éventuellement retenus, puisqu'on est sur de l'allotissement, et demande le remboursement annuellement au CCAS, comme c'est fait actuellement, Merci, et qui Julien. fonctionne très bien. Merci Julien. Y a-t-il des questions? Je n'en vois pas. Je soumets cette délibération au vote. Des votes contre, des abstentions, adoptées. Merci. Alors, on va terminer avec le chapitre administration générale et ressources humaines, comme à l'accoutumée. Par contre, une délibération qui, elle, est plutôt extraordinaire. Je vais vous proposer de délibérer sur l'organisation du temps de travail. De quoi s'agit-il? Eh bien, la loi s'impose à nous, qui fixe donc l'annualisation du temps de travail du personnel municipal à compter du 1er janvier 2022 pour 1607 heures par an. Voilà. Or, à Moissy-Cramayel, on ne décomptait pas comme ça le temps de travail du personnel municipal. Voilà, donc le temps de travail hebdomadaire est fixé à 37h30 hebdomadaires et à 35 heures pour les contrats aidés et les contrats d'apprentissage. Donc, comme on était un petit peu en deçà du seuil des 1607 heures par an pour le personnel municipal, s'est posé une question, comment faire pour rééquilibrer tout cela. Heureusement, je dirais, on n'attribuait que 10 jours d'ARTT à notre personnel. Donc, ça va faire la balance. On va attribuer 15 jours d'ARTT à notre personnel, mais on va lui demander de travailler, voilà, 1607 heures par an. Donc, on va revenir je dirais, à une opération à somme nulle. Voilà. Donc, c'est l'essentiel de cette réforme. Heureusement, sans trop d'incidence pour le travail des collaborateurs de la ville, si ce n'est quand même que on doit abandonner des concepts de jours d'ancienneté, qu'on doit abandonner des prises de congés sur certaines périodes, etc. Un jour dit bonus, etc. Bon. Écoutez, on a eu un comité technique avec les collègues qui siègent, qui étaient là. Moi, je redoutais un petit peu. Je m'étais dit, bon, ça va bouleverser des habitudes quand même. C'est jamais très bien pris. On demande des efforts. Finalement, même si les agents comprennent bien que c'est l'État, c'est la loi qui a imposé donc une harmonisation au niveau de toutes les fonctions publiques, eh bien, il y a eu un très bon échange, une grande maturité qui s'est instaurée. Ils ont compris. On s'est dit que le moment venu, bon, voilà, vous savez qu'en fin d'année, le maire peut accorder quelques demi-journées de congé pour partir plus tôt, préparer le repas de Noël ou le repas du Nouvel An. Bon, voilà, on continuera sur ces choses-là un petit peu de manière un peu coutumière, j'allais dire. Donc, finalement, l'ambiance était très positive. Et sous réserve peut-être que financièrement on essaye d'améliorer certaines rémunérations, notamment du personnel le plus modeste, je dirais que la délibération que je vous présente ce soir, elle a été approuvée par le comité technique. Voilà, et c'est ça qui est important, je crois. Bon, finalement, Moissy n'était pas trop en dehors des clous. C'était pas ce que voulait la loi aujourd'hui, mais finalement, au bout du compte, on arrive globalement au même compte d'heures de travail. Voilà. Est-ce que ça vous suffit comme explication? Si vous en voulez plus, je donne la parole à Jean-Claude Léost qui connaît ça par cœur. C'est lui qui a négocié quand même, faut le dire. Donc, je vous le répète, on se disait que ce serait peut-être compliqué. Ça ne l'a pas été. Ça vous va? Monsieur Duez, je vous en prie. Oui, c'est juste pour savoir, lors de vos échanges, toutes les organisations syndicales à Moissy, elles étaient favorables. Il n'y avait pas de problème. Bien sûr, il y a une organisation syndicale à Moissy, c'est la CFDT. Oui, je sais. Oui, bien sûr. Oui. Les représentants qui siègent au comité technique
voilà, Ok. sont membres de la CFDT et ça a été adopté à l'unanimité. Merci. Voilà. Voilà. Donc, pas de vote contre, pas d'abstention. Très bien, je vous remercie. Alors ensuite, une délibération sur les indemnités horaires pour travaux supplémentaires. Là, je crois que le comptable nous a demandé, on avait déjà délibéré sur ces indemnités horaires, mais vous voyez, il y a une longue liste sur plusieurs pages de l'intitulé des emplois. Eh bien, tous les emplois qui sont visés dans cette délibération vont pouvoir accéder à ces indemnités horaires pour travaux supplémentaires. Ça a été une exigence du comptable qui nous a dit il faut notifier, voilà, préciser dans la délibération que vous allez prendre pour confirmer la précédente tous les intitulés des emplois pouvant bénéficier de ces IHTS. Voilà, c'est vraiment formel. Avez-vous des questions? Vous n'en avez pas? Abstention, vote contre. La délibération est adoptée. Et puis donc, comme à l'habitude, une modification du tableau des effectifs. Donc vous avez eu la note, vous récapitulant donc ces évolutions avec la création d'un poste de journaliste plurimédia, quelqu'un qui, aux côtés donc de Isabelle Offray, donc pilotera non seulement la rédaction des nouvelles de Moissy, mais également nos médias donc sur Internet, les panneaux aussi, voilà. Je vous rappelle que le service communication de la ville est composé actuellement d'une responsable du service, donc Isabelle Offray, d'une maquettiste, Patricia Dagry, et puis par intermittence d'un stagiaire en charge de l'animation des réseaux sociaux. Voilà, depuis sa création, ce service a fait le choix de recourir à un pigiste pour la rédaction du journal municipal. Et ce pigiste, donc, va faire valoir ses droits à la retraite. Et c'est bien sûr son travail qu'il faut désormais faire prendre en charge. Et là, on s'oriente vers un recrutement donc de collaborateurs permanents. Voilà pour l'essentiel. Sinon, on est à votre disposition, Jean-Claude Léost et moi-même, pour vous répondre. Quand même, une décision importante, c'est également à propos de départ à la retraite, le départ à la retraite de notre directeur des services techniques, Didier Gouffier, ici présent ce soir, qui prendra ses droits à la retraite. Et nous avons recruté sur un poste d'ingénieur principal à temps complet, donc un monsieur qui s'appelle Daniel Carrera, qui prendra ses fonctions au 1er août. Au 1er août, c'est ça. Voilà. Voilà. Est-ce que vous avez des questions sur d'autres postes qui remplacent Monsieur Gouffier? Voilà. Bon, il se trouve que c'est un directeur de service technique actuellement en poste dans quelle ville? À Brie-sur-Marne, et qui est ingénieur. Donc voilà, tout simplement. C'est ce qui était. Oui, c'est un ingénieur. Voilà. Et un ingénieur principal aussi. Ah ben, on fera peut-être la dernière séance du conseil municipal. On aura 2 départs à la retraite, je vous signale. Il y aura aussi celui de Monsieur Léost. Donc il va s'en passer des choses dans cette commune. Hein? Voilà, c'est important. C'est important. Y a-t-il des questions? Oui, Monsieur Duez. On fêtera ça après, bien sûr. Enfin, je ne sais pas si on pleurera ou si on fêtera, mais... Oui, oui, allez-y. Oui, excusez-moi. C'est juste pour la création du poste d'attaché à temps complet, là, en communication. Ça va être une promotion interne ou c'est quelqu'un qui... Non, c'est un recrutement extérieur. D'accord. Et on a une idée du coût de ce recrutement par rapport à un pigiste pour la commune? Parce que c'est un choix où, voilà, c'est... ça serait, si on peut avoir l'idée dans au prochain conseil, c'est juste pour savoir combien ça, par rapport à un pigiste qui travaille, voilà, c'est pour la charge pour la commune. Oui, donc, ça voilà. dépendra en effet de la personne qu'on va recruter. Voilà. Merci. Mais c'est approchant, je dirais. Très bien. Donc voilà pour cette délibération. Y a-t-il des abstentions, des votes contre? Donc elle est adoptée. Je vous remercie. Notre conseil municipal donc s'achève. N'oubliez pas, avant de partir, de signer les registres. Et donc le conseil municipal, la séance étant levée, je vous fais part de 2 questions qui nous sont parvenues, émanant du groupe Uni pour Moissy. Et donc je vous fais part également des réponses que je vais y apporter. La première question. Dans le cadre de la transition écologique,
La ville de Moissy n'est pas équipée d'une borne de recharge pour véhicules électriques. Or, depuis 4 ans, le syndicat départemental des énergies de Seine-et-Marne a déployé un réseau de recharge sur le département. Mais voilà, il n'y en a pas encore à Moissy. Ces infrastructures ont été financées à 50% par l'ADEME et à 30% par le Conseil général de Seine-et-Marne. Quid donc de la situation moisséenne? Voilà. Alors la réponse, d'ailleurs, vous l'avez vu tout à l'heure, à la faveur de l'adoption du budget supplémentaire. On a en effet ce projet depuis quelques années maintenant, que nous allons que nous allons réaliser, mais on va s'engager dans une année d'études. Là encore. Donc, à l'occasion du vote du budget supplémentaire, une somme de 10 000 € a été inscrite afin de réaliser des études pour l'implantation de bornes de recharge électrique sur le territoire communal. Un bureau d'études implanté à Moissy, d'ailleurs, dans l'éco-pépinière, a été contacté et pourrait être missionné prochainement pour élaborer un projet visant à identifier les emplacements potentiels d'implantation de bornes de recharge, à analyser les contraintes techniques, à étudier en lien avec les concessionnaires concernés le coût et la nature et les travaux de raccordement nécessaires et de définir les modalités de mise en service de ces bornes de recharge. Après validation de ces études, la ville sollicitera, sur la base du projet ainsi défini, l'ensemble des opérateurs susceptibles de cofinancer ces infrastructures, qu'il s'agisse de l'ADEME, en effet, du département de Seine-et-Marne, sûrement, de l'agglomération de Paris-Sud, peut-être, au titre de ses compétences, de l'État, via les appels à projets qu'il lance régulièrement au travers de la DETR ou de la DESIL, ou de tout autre financeur. Voilà. Et donc, les crédits nécessaires à la réalisation de ce projet feront l'objet d'une inscription au BP 2022. Moi, je tiens à dire que ce qui est très important, c'est en effet, c'est de ne pas rater l'étude. Car si nous implantons des bornes de recharge, il ne faut pas se tromper d'endroit. Voilà, on a vu des villes où, voilà, ça s'était pas bien passé. En plus, il faut quand même suivre de près l'évolution de la société. C'est vrai que si demain, les bailleurs, par exemple, installent des bornes de recharge dans les parkings, les copros, voilà. Les particuliers, bien sûr, dans leur garage, s'il y a des aides aux particuliers, faut bien réfléchir. Hein. Moi, j'ai eu un échange là-dessus au niveau de l'agglomération il y a quelques semaines, et j'ai senti que mes collègues maires étaient assez dubitatifs là-dessus. Hein. Julien, peut-être, et Stéphanie, vous étiez avec moi, vous avez entendu comme moi qu'il y avait beaucoup de questions qui se posaient. Quoi qu'il en soit, engageons cette étude. On ne peut pas rester, en effet, inerte par rapport à ce besoin qui s'exprime fortement. Donc voilà la réponse que nous pouvons apporter à cette première question. La seconde question, il s'agit des chiffres de la délinquance. Donc, le souhait d'avoir une vision claire de l'insécurité. Avez-vous des chiffres récents sur les cambriolages qui, d'après de nombreux témoignages de victimes, sont en recrudescence sur notre commune? Et puis une seconde sous-question, où en sommes-nous du nombre des recrutements des policiers municipaux et y a-t-il un élargissement des horaires d'intervention de prévu? Alors, vous savez qu'on travaille régulièrement avec les services de la police nationale. Eh bien, écoutez, entre 2019 et 2020, il n'a pas été constaté de recrudescence de cambriolage. Alors, en même temps, on vit des années quand même bien particulières, hein, de Covid, de présence quand même plus longue à leur domicile des habitants. Donc, c'est vrai que ces chiffres stables, une trentaine de cambriolages par an, se sont donc vérifiés en 2019 et en 2020. Mais bon, dans des circonstances un petit peu particulières. Voilà. S'agissant des effectifs, donc notre police municipale aujourd'hui compte 9 policiers municipaux sur 10 postes créés et un dernier recrutement est en cours. Voilà, on a fini par stabiliser notre équipe. Souvenez-vous, on a eu des moments difficiles au niveau des recrutements et aujourd'hui, on a une bonne équipe qui est stabilisée avec 9 agents. Et nous l'espérons bientôt un 10e. Et ces agents interviennent, je vous le rappelle, actuellement de 8h à 23h du lundi au samedi. Voilà, et pour l'heure, il n'est pas prévu d'étendre davantage donc leurs horaires d'intervention. Voilà, mesdames, messieurs, en réponse des réponses précises à des questions qui le sont également. Il me reste à vous souhaiter une très bonne soirée et à vous donner rendez-vous pour le prochain conseil municipal du mois de juin. Merci beaucoup. Et signer aussi le budget supplémentaire? Oui, absolument. Ne vous sauvez pas avant de signer.